Ça tourne. Ça tourne. TP, est-ce que c'est bon? Tu me regardes? Si je me trompe pas, ça fait 100 ans que la famille est sur ces terrains-là. Que l'arrière-grand-père il est arrivé. 1924-2024. Toi, aujourd'hui, comment tu vois les choses? On a mis beaucoup de volonté. On a beaucoup forcé pour arriver. L'arrière-grand-père, comment il a fait lui? Il est arrivé ici, immigré italien. Il est venu, il s'est employé à la construction de l'usine. Il était chez des Italiens comme locataire. Et pendant 4 ans, il a travaillé à construire l'usine. Il prenait les pierres en face, derrière la gare de Martigues. Et avec des péniches, il les portait. Et tout ça, il était sanguin. Il avait les mains qui ne pouvaient plus. Alors, quand l'usine a commencé à fonctionner, en 24, les gars qui étaient ici, Mistral, les 2 frères Mistral, sont allés à l'usine, ils ont permuté. Et mon père est venu ici. Et comme le fermage était cher, il avait mis des locataires, ou 2 familles de locataires. Et on avait une seule entrée pour entrer à la maison, avant qu'elle soit refaite. Nous, on était de ce côté, et les locataires étaient de ce côté. On montait ensemble. Ça fait que le soir, on ne fermait jamais la maison. Parce que les derniers locataires, ils avaient 3 filles et un garçon, et le soir, ils sortaient. Il fallait que ça soit ouvert. Mais on était très très bien. Hein. On était pauvres, beaucoup heureux. Tu es né en 1932, tu es né de parents italiens. Du coup, tu es né italien. Oui. Tu as passé ton enfance italien en soi. Mais j'étais italien jusqu'à l'âge de 19 ans. Et pour être en règle, comme tout le monde, j'ai demandé d'être français. Ça m'a donné droit à faire l'armée et tout. Des droits et des devoirs. Et justement, cette enfance en tant qu'Italien, du coup, toi, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu as eu des aspects plutôt positifs? À l'école, il n'y avait pas de racisme. Hein. Alors, la guerre a commencé entre les Grecs et les Italiens. À l'école, on se taquinait un peu. Mais pas de dire ça là-ci, ça là. Bon. Hein? On se supportait, quoi. Mais il n'y avait pas de racisme. Hein. Il y avait beaucoup d'Arméniens qui étaient à Marseille, ils sont venus habiter à Croix-Sainte. On était dans la même classe, hein, mais on n'a jamais fait un mot de racisme. Pour revenir au début, vous êtes parti d'un âne pour ensuite acheter les premiers camions. L'âne, c'était un type du Val du Pauvre qui venait lui labourer, que j'ai encore connu, moi. Brosson, il avait un beau cheval blanc, il venait labourer pour mon père, et mon père faisait tout le reste à la main, à la pioche. Et de l'âne après, au moyen de pain, mon père allait au marché. L'âne lui servait pour aller au marché, pour vendre ses quelques légumes. Après, ça a été le mulet. Il est allé avec le mulet à Saint-Louis-de-Rhône. Et il y avait quelques restaurateurs
Et il disait, non seulement je leur faisais un prix, mais il fallait boire. Et après, il se nuque. Et après, du mulet, on a eu un bonhomme qui se faisait un peu maquillon. Il a réussi à faire changer le mulet de mon père avec une très belle jument. Un type de Saint-Jean. Et mon père, après, par roman, il avait donné un peu de sous comme ça. Après le dernier cheval, maintenant ça ne se faisait plus, on a acheté un premier tracteur, Ferguson, qui était valable, le 140 Ferguson. Et après on a jugé qu'il était trop juste, on l'a revendu. Avec le 140, on avait aussi la fourche, on allait curer les bergeries. Et après le 140, on a acheté le 158 Ferguson encore, qu'après on a revendu. Et avec celui-là, j'ai créé une bergerie à Istres. Il a sorti 90 tonnes de figuier. Pesé, hein, parce qu'on le payait au poids. 6 centimes au kilo. Là, on a parlé d'évolution de matériel, il y a aussi l'évolution des terrains aussi. Les terrains qu'on a aujourd'hui, ils n'étaient pas comme ça à l'époque. Il y a eu la construction des grands travaux de Marseille avec l'autoroute. Il y a aussi l'usine en bas, la station d'épuration. Mais la Bretagne, c'était 3 paliers de terre, 3 niveaux, que dans le temps étaient plantés en olivier, qu'ils ont gelé en 29. Et mon père, par l'intermédiaire de son mandataire, il avait réussi à les vendre, les types sont venus les arracher. Il y en avait sur la bretelle, et il y en avait aussi là-bas, des très gros oliviers. Et après, on a mis en culture. Et suite à l'expropriation, on nous a dédommagés. Et là, il passait le canal de Martigues, tout au-dessous, c'était tout à l'arrosage. Et les pompiers nous prêtaient un moteur, on arrosait là-haut. On faisait des gros oignons. Une année, on a planté 120 000 oignons. J'ai vu une photo prise d'avion. Très beau. C'est quand même une fierté du coup. Quand tu vois ces photos-là, quand tu vois ces champs-là, tu te dis quand même c'est le résultat d'un dur labeur quand même. Quand tu vois ça. On avait que la charrette. On allait au marché avec la charrette. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Parce que, en n'ayant pas de permis, on ne pouvait pas acheter la voiture. On m'a acheté le premier petit camion pendant que j'étais soldat. Mon frère et mon père, ils l'ont acheté à Marseille. Un cabine avancée Renault. Pépé, tu avais 8 ans quand Ouais. la Seconde Guerre mondiale a éclaté ici. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de cette période-là? J'étais écolier, c'est pas grave. Alors, on allait à l'école de Croix-Sainte et on n'avait pas de souliers. On avait des planches, des galoches, des planches avec des courroies. Et on y allait, on revenait à pied. Et après, du coup, la vie ici, avec ton père, enfin tes parents, du coup, qui sont italiens aussi pendant cette guerre-là, qui habitent en France à ce moment-là, toi et tes 2 frères aussi, comment vous vivez cette période-là, en fait, ici? Parce que du coup, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que lors du débarquement de Provence, tous les enfants d'ici ont pris des trains direction la Loire. Et moi, j'étais en Haute-Loire. D'ici, on est parti à Marseille. On a formé un train. On était au Puy. Notre groupe. Hein. Et au Puy, ils nous ont dispatchés. Ils nous ont envoyé. Moi, ils m'ont envoyé à Saulnières-sur-Loire. Chez des gars qui avaient demandé un réfugié. Et on était très très bien reçus.
Et tout le long, pendant le trajet, on nous donnait du bouillon à boire, très bien organisé. Depuis le puits, ils ont mis un quart pour Solignac, on était tous des Martégots. Et on nous a mis des bistrot, on nous a servi à boire, à manger. Et le gars qui m'a pris, il avait fait la guerre de 14. Tu vois. On l'avait ramassé comme mort. Et quand on débarquait là-bas, il semait des patates. Le temps de venir, les gens du village avaient tout pris les enfants. Chacun, tu viens chez moi, tu viens chez moi. Et on ne reste plus que Jourdain et moi et un autre. Ah, les salauds, ils ont pris tous les gens. Ils avaient mis une loi, ils interdisaient les trains le dimanche. Et j'étais dans la messe, pendant la messe. Il est passé un avion, il a bombardé la gare, malgré qu'on soit là-bas. L'avion a bombardé la gare, il a mitraillé la voie ferrée. Il devait y avoir la fête et a tué une fête. Malgré qu'on soit là-bas, on n'était pas en sécurité. Et il y avait pas mal de maquisards qui taquinaient les Allemands. On a correspondu longtemps. Et dernièrement, il y a quelques années, il est venu l'arrière-petit-fils. Il est passé au marché à Jonquière, je le cherche à Davatoni. J'ai dit, j'en suis un, Bruno. Bruno, c'est moi. Alors j'avais un break, il était le père, la mère et une fille, leur fille. Je les ai emmenés voir Marseille. On a pris le métro, lui il ne savait pas. On est resté un bon an. Mais c'est déjà un petit peu renfermé, ils ne sont pas trop expansifs, tu vois. Moi j'ai toujours écrit pour Noël, ils ne m'ont jamais écrit. Dans un sens oui, mais dans l'autre non. Tu m'avais raconté aussi une fois, si je ne dis pas de bêtises, que ton père, du coup mon arrière-grand-père, avait été une fois embarqué à Marseille. Ça c'est Mussolini quand il a déclaré la guerre à la France. De suite, en 24 heures, on était très bien avec le commissaire de Martigues. Un soir, on était tous à table, mon père, ma mère, mon grand-père, mes frères. Il rentre au commissaire avec 2 acolytes, prend une couverture, tu viens avec nous. Et il a fait un petit stage au pont Saint-Nicolas, il nous l'a dit après. Et de là, après, il l'a envoyé à Saint-Cyprien. C'était un camp de concentration sur le sable. Et avant les Italiens, il y avait eu les Espagnols. Parce qu'il y a eu la guerre civile là-bas. Du coup, là, on a parlé de la guerre 39-45. Toi, malheureusement d'un côté, tu as vécu aussi ce côté-là avec les événements d'Algérie. Tu avais l'âge pour participer à cette guerre-là. Longtemps après. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu es quand même parti. On m'a appelé à l'armée pour faire le service militaire, normalement. Et coïncidence, pendant que j'étais soldat, il y a eu les premiers rebelles en Tunisie qui ont soulevé le pays. Et 2 soldats, moi j'étais dans l'infanterie, on nous a envoyés en Tunisie. Et j'étais en Allemagne, on a formé une division de 12 000 hommes, et moi j'étais dans un bataillon de commandement. On est allé les 300 premiers, mon équipe. En Allemagne, on a fait des manœuvres de guerre vite, pour se mettre dans le coup. Et on y est allé les 300 premiers pour former le camp.
à Tunis pour que la division arrive après. Et moi, j'ai eu la chance que j'ai toujours conduit. Je conduisais un GMC, camion de 10 roues motrices. Et mon rôle, c'était de charrier. On était un bataillon, on a provisionné ceux qui combattaient. On revenait une fois de Sfax, et j'avais 3 tonnes d'obus de mortier. Tu sais ce que c'est, le mortier? C'est des petites bombes. Et devant, j'avais une Jeep avec un capitaine, avec la mitrailleuse. Il n'a même pas daigné regarder derrière. Mon camion s'est mis à fumer, le moteur. Vite, j'ai arrêté. J'ai fait arrêter tous les autres. Et allongez-vous tous, allongez-vous tous. Tous ils se sont mis en position de défense. Et j'ai réussi à réparer. Et la Jeep, quand ils se sont rendus compte, mon bataillon, j'ai continué. Parce qu'après la Tunisie, j'ai fini la Tunisie comme ça serait le 1er avril, en supposant un jour près. Hein. Le 1er septembre, on m'a appelé en Algérie. On m'a appelé à Toulon. Et le gendarme, il m'a porté la convocation sur le marché. Alors, sur le marché, c'était un jeudi matin. Tu trouves un gendarme avec son porte-document qui, du petit pont de l'île, on vendait autour du bassin, à Lille. On voyait un gendarme, où il va, lui? Voilà qui vient à moi. Il me dit, vous allez directement à Toulon. C'était un jeudi matin. Je dis non. D'abord, je vends mes légumes, après je mange. Et après, j'irai à Toulon. Si je te dis le nom Gambassini, Ouais. tu connais? En Tunisie, lui était dans le champ d'assaut et moi dans l'infanterie. On était séparés par un oued. Alors comme on était sous le camion, je le vois arriver, et parce qu'on était sur un banc d'école. Hein. Et on a causé. Lui était dans le champ d'assaut. Et il y avait un collègue de Saint-Julien qui était conducteur de champ d'assaut. Il me dit, il te fait faire tout. Et non, je n'ai pas voulu faire. Mais on s'est vu que, comme ça faisait 48 heures après, c'est plus. Après, eux, ils ont été mutés ailleurs. Parce qu'on se déplaçait. Hein. Après, ils sont allés dans notre bled. Est-ce qu'il en est revenu, lui, du coup, de cette guerre-là? Non, il a été tué. Il a été tué au Maroc. Toi, tu te considères fermier ou paysan? Mais le mot paysan n'existe pas. Agriculteur. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter justement sur ce métier d'agriculteur, en fait? Qui est un métier, au final, de famille, de génération, de plusieurs générations. Toi, tu as toujours fait ce métier-là? C'est mon métier. Tu l'as aimé, ce métier? Raconte-nous justement ça. Qu'est-ce qui t'a transmis ce métier, toutes les valeurs que tu as pu avoir, tout le travail que tu as accompli? Mais ça vient seul. Tu plantes, après tu vois que ça pousse. Et après tu portes, tu vends. J'ai porté un navet de 4 kilos au marché. Un navet. Tu sais ce que c'est un navet? On mettait des radis, ce qui demande moins de peine. Hein. Tu fais des patates, une caisse ça fait plusieurs kilos. Et les radis, tu les portes sous le bras, la même valeur. C'est bien. Au marché, je connaissais des clientes. Et des clientes sont venues me voir. Et
tu as fait beaucoup de marchés, tu as quand même beaucoup gambadé. Vous avez commencé à Lille pendant des années, avec ton père, tes frères, après d'être parti sur le marché de Jonquière un peu plus tard. Ouais, on faisait Port-de-Bouc aussi. Port-de-Bouc, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux justement me raconter par rapport à ta vie à ces moments-là en fait? Qu'est-ce que la vie dans les champs, la passion que tu as trouvée, c'est quand même l'amour du travail aussi d'un côté, parce que ça c'est un métier de passion. Tu peux pas le faire si tu n'aimes pas la terre, si tu n'aimes pas la nature. Mais bon, C'est quelque chose de naturel comme tu me dis. Mais il y a forcément quelque chose que tu y mets, de l'envie aussi forcément. mais de moi, quand tu sèmes, que ça pousse, tu es heureux. On va parler de l'évolution des terrains parce que tu nous as toujours expliqué qu'ici, avant c'était qu'une campagne, une seule et même campagne. Là, quand on voit aujourd'hui Martigues, en fait, on voit même sur les cartes satellites qu'on est un point vert dans le centre-ville limite. Comment tu peux nous expliquer ce changement-là? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a foncé. On a planté tous les arbres qu'il y a. On voulait vous exproprier aussi à un moment donné. Vous avez dû vous défendre pour garder les terrains sur lesquels vous travaillez, qui étaient votre gagne-pain aussi. Et oui. Parce que les propriétaires avaient acheté en 1917 sur un nombre de mandataires. Et nous, on payait le loyer à ce mandataire. Et un jour, les grands travaux, les propriétaires, malgré que c'était plus les mêmes, hein, parce qu'ils se changent, ils ont trouvé qu'on était là. Alors, ils ont voulu nous donner le congé. Et voilà, on se voit arriver une jeune fille, on aurait dit un ange, avec un papier comme un papier à cigarette. Vous avez congé. Mais en agriculture, on ne fait pas ça. Il faut 18 mois. Et on était un bonhomme à Aix qui s'occupait des agriculteurs. Il s'est laissé acheter. On a été marrons. Et finalement, on n'osait pas, mais on était bien mis avec Maître Monnier. C'est lui, il a dit, attendez, lui, on faisait le procès dans l'ancienne mairie de Martigues, au premier étage. Et Maître Monnier était beaucoup ami avec le doyen des juges. Il s'arrangeait de faire le procès le jour qu'il y avait ce juge-là. Et après, on a pris un avocat, il s'est piégé. Maître Monnier a dit, moi je peux le faire casser ce mec. Là chaud. Il écrivait des livres, mais devant la monnaie. Et une fois tout ça accompli, les travaux ont commencé du coup. Une partie des anciens terrains sont maintenant sous l'autoroute et une compensation de terrain a été donnée un peu plus loin. J'ai dit juste, avec ceux qui nous indemnisaient pour la terre au sec, où il y avait des oliviers avant, on a pu acheter au prix agricole en dessous. Et on était à Aix avec Maître Monnier et on a acheté au grand tableau, aux propriétaires. Et on a acheté à 4 ans. On vendait plus de 800 salades. Indirectement, sans le vouloir, je les comptais. En les plaçant, je les comptais. Il y a 35 salades par caisse. Et elles faisaient 700-800 grammes. Attention, c'est pas la Marseille. Hein. Tu vois? Un jour, j'ai semé un client à Martigues. On avait la balance, j'ai mis une laitue de 1 kilo. Et moi, je me gonfle. Ah, pour moi, tortue. Pour moi, tortue. On vendait beaucoup parce qu'on faisait un prix. 4 francs, les 3 10 francs, tu vois. Beaucoup étaient tentés. On est heureux de produire.
Et devant la satisfaction du client, il se crée une amitié avec les clients. Les clients sont venus me voir. Ils n'étaient pas jaloux. Et j'ai passé une très belle vie.